Sans plus tarder, on va accueillir notre première présentatrice qui est Madame Sophie Parent. Donc, Madame Sophie Parent est une travailleuse sociale qui travaille dans différents organismes féministes. La COVID-19, elle a ramené ces dernières années sur les bancs de l'école et l'a poussée à s'intéresser un peu plus à la recherche. Elle a des intérêts de recherche variés, puisqu'elle s'intéresse au sexe, au genre, à la marginalisation et également à l'exclusion sociale. Donc bonjour Sophie, et je vais te laisser partager ta présentation et débuter cette super soirée. Bonne chance à toi. Merci beaucoup pour cette superbe introduction. Donc, je vais vous partager mon écran ici. Donc, vous l'avez bien en mode diaporama. Oui, tout à fait. Super, merci. Bonjour à tous. Donc, comme ça a été nommé, je travaille social. Puis, présentement, j'ai fait un retour aux études à la maîtrise encore en travail social. Le sujet auquel je m'intéresse en ce moment, c'est la question de la monogamie ou plus spécifiquement des alternatives à celle-ci. Donc, ce soir, je veux regarder avec vous différentes façons, en fait, de faire pour, comme mon titre l'indique, ne pas se faire mal avec la monogamie. Sans plus tarder, ça implique quoi la monogamie? C'est quand même un mode relationnel qu'on prend pour acquis. Donc, c'est répandu en Occident depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ. Ça s'est popularisé beaucoup par la montée du christianisme. Ça a eu pour fonction, là, à travers l'histoire, de servir à contrôler la descendance, qui est quand même pratique quand on cherche à déterminer des questions d'héritage. Et avant l'arrivée de différents moyens contraceptifs, à limiter un peu la propagation des ITSS. Moi, en fait, ça a été nommé plus tôt. Je m'intéresse aussi beaucoup aux questions là, par rapport à la norme puis à la déviance. Donc, je m'intéresse à la question de la mononormativité. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'idée là, que le couple monogame hétéro, c'est la seule configuration relationnelle possible, que la monogamie, c'est supérieur, puis on va en fait juger moralement tout ce qui va dévier du couple monogame conventionnel. Donc, je peux penser à un exemple dans l'actualité, mais vous voyez ici le docteur Arruda qui nous disait en 2020 que la monogamie était préférable de ce temps-ci pour limiter la propagation de la COVID-19. La monogamie, je m'y intéresse aussi d'un point de vue féministe. Donc, j'ai mis des références plus récentes, mais ça fait quand même depuis là, les années 60-70 qu'il y a une critique féministe de la monogamie comme institution. Donc, on reproche à la monogamie d'être une institution patriarcale puis capitaliste, donc par lequel, en fait, une conjointe va être la propriété de son mari. Il y a aussi dans la monogamie cette prétention-là de vouloir dire qu'on protège les femmes de la violence, alors que d'un autre côté, c'est aussi un mode relationnel où est-ce que dans la culture populaire, on va beaucoup romantiser la jalousie comme étant une preuve d'amour, alors que, il y a beaucoup de corrélations qui ont été faites entre la jalousie puis les moyens de contrôle, puis différentes formes de violence faites aux femmes. Donc, on a aussi cette structure-là qui est héritée du patriarcat, qui a des impacts sur les femmes. Puis, bien entendu, au niveau du contrôle de la sexualité puis du corps des femmes. Donc, en opposition à la monogamie, mon principal sujet d'intérêt, c'est la non-monogamie consensuelle. Donc, la non-monogamie consensuelle, il y en a qui la qualifient en fait d'orientation relationnelle. Donc, qui s'inspire un petit peu là, des théories LGBT, des théories queer à propos du genre, comme quoi le genre, ce serait un continuum, ou comme quoi l'orientation sexuelle, ce serait un continuum. Sauf que là, on parle plus d'un continuum sur la façon d'être en relation. Un peu pour se dire, qu'est-ce que ça mange en hiver, là, la non-monogamie consensuelle. Je pense que j'ai sauté une slide parce que mon PowerPoint, il bug. Voilà. Donc, la non-monogamie consensuelle, c'est ça. C'est l'ensemble, en fait, des ententes relationnelles dans lesquelles les partenaires acceptent d'avoir des relations concomitantes de nature sexuelle et ou amoureuse. Donc, là-dedans, on va inclure le polyamour, l'échangisme, le libertinage, les relations libres ou ouvertes.
l'anarchie relationnelle. Ce que ça exclut, ben là, on exclut là-dedans l'adultère, qui serait plus une non-monogamie non consensuelle, ou tout ce qui est les questions liées à la polygamie, la polygynie, on va exclure ça de la définition. Ça ressemble, ça peut avoir toutes sortes de formes, ces ententes relationnelles-là. Donc, à gauche, en haut à gauche, on en a 6 plus simples, puis complètement en bas, on peut voir là, le cauchemar de tous les infectiologistes de ce monde. Et bon, il y a des modes relationnels qui sont plus simples que d'autres. En comparaison, on a le couple monogame ici, qui implique en fait 2 personnes. Il y a dans la communauté scientifique qui étudie la question de la non-monogamie consensuelle, cette question-là, à savoir, est-ce que c'est une orientation relationnelle ou est-ce que c'est un choix? Puis il n'y a pas vraiment de consensus là-dessus. Donc, je vous ai montré un petit peu plus tôt là, le spectre des orientations relationnelles. Il y en a qui sont d'accord avec ça. Il y en a qui parlent plutôt d'un choix. Donc là, je vous ai mis, par exemple, des extraits d'entrevues de pré-recherche que j'ai réalisées avec une femme polyamoureuse qui, elle, là, mettait vraiment plus de l'avant que elle, ça avait commencé comme un choix, puis ça s'était développé comme identité, mais qui me parlait aussi de gens dans son entourage qui, pour eux, c'était plutôt une question identitaire. Donc, c'est quand même un sujet de recherche nouveau. Donc, il n'y a pas encore de consensus à ce niveau-là si c'est un choix ou une orientation. Une chose est sûre, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la question. Donc, ça, par exemple, c'est un petit tableau que j'ai fait de ma bibliothèque Zotero avec les papiers de recherche que j'ai trouvés. Donc, on voit qu'on s'y intéresse un petit peu au début des années 70, qu'il y a un creux dans les années 80 puis que ça reprend vers la fin des années 90-2000. Une hypothèse, en fait, pour ce creux-là dans la recherche qui est quand même questionnante, c'est bon, d'abord, dans les années 80, qu'est-ce qu'on a eu? Bien, on a eu la crise du VIH-Sida, où est-ce qu'au niveau de la santé publique, on recommandait justement la monogamie comme moyen de limiter la propagation du TSS. Donc, on se demande, bon, est-ce qu'il y a eu moins de recherches là-dessus à cause de ça ou parce que les chercheuses ont assumé qu'avec la crise du VIH-Sida, il y aurait moins de ces pratiques-là, mais n'ont pas plus investigué? Donc, on ne le sait pas. Une autre hypothèse pour ce trou-là dans la recherche, ben, c'est que c'est aussi les années au pouvoir de M. Reagan aux États-Unis, qui n'est pas non plus quelqu'un qui était connu pour être un fervent fan de recherche au niveau de la sexualité. Donc, on a 2 hypothèses possibles qui ont peut-être aussi joué en concomitance pour expliquer ce creux-là. Mais en tout cas, on voit dans les dernières années un boom dans la recherche à ce niveau-là, hormis peut-être en 2020. Mais bon, il y avait une petite crise planétaire à ce moment-là. Donc, ça peut expliquer certaines choses. Dans la population, ben, c'est le moment de regarder vos voisins. Il y a quand même beaucoup de gens qui qui pratiquent la non-monogamie consensuelle. Donc, on estime qu'il y a environ 20%, donc une personne sur 5 qui aurait expérimenté une alternative à la monogamie au moins une fois dans sa vie. Ça fait beaucoup. Ça veut dire que vous connaissez possiblement quelqu'un qui a déjà essayé ça dans sa vie. Puis, chez les plus jeunes, donc les 18-34 ans, c'est le quart. Donc, c'est énorme. Si on regarde au niveau de la prévalence dans la population canadienne, mais là, c'est 2,4 à 4 Donc, c'est un petit peu moins, mais c'est quand même une bonne proportion. Puis, on a 12 de la population canadienne qui évaluerait ce genre de relation-là comme étant leur idéal. Donc, ça aussi, là, c'est très parlant. Et, ça veut dire que c'est quelque chose qui intéresse de plus en plus de monde. Si on se penche sur qui est-ce que c'est, en fait, les personnes non monogames consensuelles, bien là, on se rend compte que c'est des gens qui sont plus jeunes que la moyenne nationale. Donc, vous avez vu dans ma slide précédente que c'était plus fort chez les 18-34 ans. Les hommes sont légèrement plus nombreux à s'y intéresser, ce qui fait aussi que moi, je me demande, OK, mais pourquoi les femmes moins? Dans l'ensemble des recherches que j'ai consultées, toutes, on note une surreprésentation des minorités sexuelles.
Donc, ça aussi, c'est quand même intéressant de voir qu'il semble y avoir là, une forte corrélation entre des pratiques non traditionnelles puis le fait d'appartenir à une minorité sexuelle. Puis au niveau des données sur la situation socio-économique, c'est un petit peu plus contradictoire. Donc, il y a des études qui soulignent que c'est des gens plus de race caucasienne, puis dans des situations socio-économiques aisées, puis avec un plus haut niveau d'éducation, comme il y a d'autres études qui disent que il n'y a pas vraiment de différence. Donc, à ce niveau-là, on a encore besoin de plus de recherche pour en savoir un petit peu plus. Là, quand on se demande, bon, tantôt on a dit il y en a pour qui c'est une orientation relationnelle, mais qu'est-ce que les gens vont chercher dans ce mode de relation-là? Bien, c'est sûr qu'il y en a que c'est une plus grande liberté, la possibilité là, de répondre à leurs besoins en voyant plus qu'une personne significative dans leur vie. Le nombre de raisons qui sont données par les participants aux différentes études qui existent sont plutôt nombreuses. Le fait que ce soit minoritaire, bien là, c'est sûr que ça amène aussi un certain nombre de problèmes. Donc, en général, étant donné que c'est des gens qui ne correspondent pas à la norme monogame, bien, ils vont vivre plus de stigma, de discrimination. Je suis travailleuse sociale, donc ça m'interpelle particulièrement aussi de voir que la relation avec les professionnels de la santé et des services sociaux est plus difficile, notamment au niveau de est-ce que je fais mon coming out ou pas à mon professionnel, est-ce que je vais me faire juger? Pour les familles polyamoureuses ou polyparentales, ou, bref, où est-ce que l'unité parentale est non monogame, bien, ça devient un enjeu au niveau de la reconnaissance légale de plus d'un parent. Donc, au Québec, au Canada, il y a seulement qu'un maximum de 2 parents qui peuvent être reconnus. Il y a des parents qui s'inquiètent aussi de faire leur coming out à l'école des enfants parce qu'ils se demandent est-ce que mes enfants vont être stigmatisés par ce choix-là. Puis il y a aussi une crainte de est-ce que la protection de la jeunesse va juger ce mode relationnel-là? La plupart des études, pour l'instant, semblent indiquer que les habiletés relationnelles puis parentales des parents non monogames sont similaires à celles dans la population générale. Donc, ça ne semble pas être justifié, mais la crainte, elle est quand même là. Puis, bien, enfin, je m'intéresse aux questions plus féministes. Donc là, on voit que on vient quand même là, contre un stéréotype de genre, de dire que les femmes elles peuvent avoir une sexualité, puis non seulement ça, mais elles vont assumer qu'elles peuvent avoir plus d'un partenaire sexuel à la fois. Donc, ce qui va venir parfois avec son lot de jugements moraux. Pourtant, je vous ai mis à gauche des pionnières de la recherche et de la littérature non monogame si vous voulez les rechercher plus tard. On remarque que les personnes qui pratiquent la non-monogamie consensuelle sont plus satisfaites dans la réponse à leurs besoins parce qu'il y a plus de gens. Ils ont des meilleures habiletés de communication et de gestion de conflits. Encore une fois, ils sont plus en relation, donc c'est quelque chose de quand même logique. Ce point-là fait sourciller beaucoup. On a des pratiques sexuelles plus sécuritaires. Ça semble un peu contre-intuitif parce que normalement, plus de partenaires sexuels veut dire plus de risques. Mais en fait, ce que Conley, en bas à gauche, elle a mis de l'avant dans ses recherches, c'est, en fait, les non-monogames tendent à compenser ce risque-là en ayant plus de discussions au niveau de la contraception, en se protégeant plus, en assumant moins, en fait, que l'autre personne se fait tester, puis en se faisant tester plus régulièrement. Donc, en fait, ce qui vient jouer un tour au monogame, c'est beaucoup, en fait, le manque de communication, puis d'assumer des choses. Pour les femmes, c'est beaucoup dans les recherches, surtout celles de chefs, nomment que ça leur permet une plus grande reprise de pouvoir dans leur sexualité puis dans leurs relations. Puis, pour les parents, ils nomment beaucoup le fait qu'ils trouvent que ça donne plus d'adultes significatifs puis de soutien autour des enfants, ce qui est perçu comme quelque chose de positif. Donc, en bref, ce que j'aimerais qu'on retienne là, de ma présentation, c'est pas nécessairement que la non-monogamie est un mode relationnel supérieur, mais je trouve que c'est plutôt une occasion pour tout le monde qui est en relation de questionner les normes associées à la monogamie, donc la mononormativité, de questionner ses a priori.
puis amener peut-être justement là, à prendre des pratiques de ces groupes-là plus marginaux au niveau de la discussion autour des règles puis des attentes qui sont souvent implicites et non pas explicitement nommées. Et donc, pour conclure, en fait, c'est pour dire que la monogamie, ça ne devrait pas être une raison pour se faire mal. Donc, je vous remercie. Puis, si vous avez des questions, vous voulez m'écrire, vous pouvez m'écrire à mon adresse Sherbrooke. Merci. Merci beaucoup. Oh, Oh. vas-y, Maud, vas-y. Merci beaucoup, Sophie, pour votre présentation. C'était vraiment intéressant. Puis je pense que les liens nous ont bien aidés à comprendre la non-monogamie. Donc, on va maintenant passer aux questions. Si vous avez des questions, vous pouvez soit les écrire dans le chat ou simplement lever votre main, puis je vais vous donner la parole. Donc, je peux peut-être commencer. Tu as mentionné l'anarchie relationnelle, puis j'avoue que je ne sais pas pantoute c'est quoi. Donc, je ne sais pas si tu pourrais expliquer un peu. Oui, bon, en fait, l'anarchie relationnelle, c'est une forme de non-monogamie consensuelle dans laquelle, souvent, on ne va pas mettre de hiérarchie entre les relations et dans laquelle en fait, les seules règles qu'il va y avoir, c'est les règles que les partenaires acceptent de se mettre entre eux. D'ailleurs, si vous voulez là, trouver un petit glossaire, le fun pour les différents thèmes, le langage, je vous recommande de lire La salope éthique de Easton and Litz, qui vient avec un petit glossaire là, du jargon polyamoureux et non monogame. Merci. Est-ce qu'on aurait des questions dans l'audience? Ah oui, Julie? Et oui, moi j'en aurais une, mais potentiellement plusieurs après. Ma première question, c'était est-ce que tu penses, toi Sophie, qu'il peut y avoir que le choix, en fait, entre le fait d'être un choix ou une identité, cette monogamie consensuelle-là, donc le choix du type de relation, si on veut, est-ce que ça peut être lié à la génération? Parce que le fond de ma pensée dans tout ça, c'est que peut-être que les générations plus âgées, comme c'était plus stigmatisé, c'était plus un choix. Tandis que peut-être dans les générations un peu plus jeunes aujourd'hui, ça vient avec leur identité en fait. C'est une excellente question avec beaucoup de sous-questions. Écoute, c'est sûr qu'en ce moment, il se passe quelque chose de générationnel parce qu'on voit qu'il y a plus de jeunes qui semblent adopter ça. Je ne sais pas pourquoi. Je peux pas dire non plus parce qu'il y avait des non-monogames il y a quand même très longtemps. Je pense, entre autres, juste aux années 60-70, l'amour libre, ça existait déjà. Les communes, c'était déjà quelque chose qui sont aussi des formes de non-monogamie. Donc, je te dirais que je suis un peu embêtée là-dedans. Donc, je me promène entre les recherches qui disent que c'est un choix, les recherches qui disent que c'est une orientation. Je ne pourrais pas te dire, pour moi, ça me fait penser un peu à la question qu'on pose de « Ah, il me semble qu'il y a plus de gens homosexuels qu'avant, il y a plus de gens trans qu'avant. » Ça me fait beaucoup penser à ce discours-là. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question, mais je n'ai pas toutes les réponses non plus. Oui, ça répondait bien. Mais du coup, je vais y aller avec la suite parce que ça se lit bien. J'avais une autre question justement par rapport à la génération plus jeune. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un lien? Mais c'est vraiment des questionnements, là, je veux dire, j'ai aucune preuve de ce que j'apporte, là, mais est-ce que tu penses que peut-être ces jeunes-là, comme on vit dans un monde qui est quand même de plus en plus connecté, communicant, je dirais, est-ce que c'est ce besoin de communiquer-là, dans le fond, qui peut faire que il y a davantage de relations multiples parce que justement, il y a un besoin plus fort de communication? C'est une excellente question. Celle-là non plus, je ne pourrais pas t'y répondre explicitement. Je n'aurais pas tendance à dire qu'il y a un besoin plus fort de communication. J'ai l'impression que l'idée de communication, c'est plus culturel. Là, c'est la travailleuse sociale qui parle, qui voit sa pyramide de Maslow avec les besoins, puis qui se dit les besoins relationnels, c'est quelque chose qui est là tout le temps, du moment que tes besoins physiologiques sont répondus. Donc oui, ça me semble difficile pour moi d'associer ça à un besoin. C'est bon. Encore une fois, j'ai pas vraiment la réponse. Oui, c'est des recherches en cours, c'est bien normal. Merci. Marie-Claudette, tu peux y aller?
Oui, merci beaucoup pour cette présentation, Sophie. Moi, j'avais juste une question par rapport à ce que tu as dit à propos des minorités sexuelles qui avaient plus tendance à adopter des relations non monogames, consensuelles. Est-ce qu'il y avait des hypothèses par rapport à ça? Oui, puis c'est une hypothèse. Les hypothèses qui sont mises de l'avant, je les trouve super intéressantes. On va beaucoup mettre de l'avant ce qui est par rapport à la norme. Donc, il y en a beaucoup qui vont se questionner sur OK, est-ce que quand on questionne déjà une première norme, donc les minorités sexuelles vont bien sûr déjà challenger les normes au niveau du genre, l'hétéronormativité, ben, c'est plus facile après ça de questionner une deuxième norme parce que ben, tu es déjà hors norme. Donc, c'est l'hypothèse qui est de l'avant en ce moment, c'est que questionner une première norme facilite de questionner une autre norme après. Oui, merci beaucoup. Oui. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, mais je vais avoir d'autres questions aussi après. Oui, on a des questions dans le chat. On va prendre une dernière question. Donc, on va y aller avec la question de Carl. Est-ce qu'un couple qui se forme entre deux personnes qui n'ont pas les mêmes idéaux relationnels est une recette pour la catastrophe? Mon Dieu, je ne pourrais pas me prononcer aussi clairement pour dire que c'est une recette pour la catastrophe, mais il y a des études qui ont eu lieu au niveau de la satisfaction relationnelle selon les différents idéaux des personnes dans le couple. Puis c'est sûr que c'est des études qui sont venues, en fait, après qu'on ait voulu évaluer est-ce que les couples ou les triades ou diades ou les ententes non monogames sont moins satisfaites. On a regardé, bon, les non monogames ensemble sont aussi satisfaits, sinon plus, que deux personnes monogames ensemble. Puis quand il y a une différence, c'est là qu'il semble y avoir plus d'insatisfaction. Fait que je ne sais pas si c'est une recette pour la catastrophe, mais ces personnes-là ont à négocier plus d'insatisfaction au niveau du mode relationnel, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Sophie. On va s'arrêter là pour la période de questions. Ceux qui avaient des questions supplémentaires, vous pouvez soit attendre la fin de la soirée, soit éventuellement envoyer vos questions par courriel, je pense, à Sophie, puisque c'est ce que tu as mentionné tout à l'heure. Tu prendrais les questions s'il y en avait. Donc, allez-y, n'hésitez surtout pas. Avant de passer à la deuxième présentation, on va juste vous rappeler qu'à la fin de ces 4 présentations-là, il va y avoir un petit quiz avec un prix à gagner. Donc, soyez bien attentifs. Il y a une question sur chacune des présentations, si ça vous tente de participer à la fin. Donc, on va passer, encore une fois, merci beaucoup, Sophie, pour cette super présentation. Et on va passer à notre deuxième présentatrice de la soirée, qui est Isabelle. Donc, Isabelle, elle a 2 baccalauréats. Elle est mère de 4 enfants et également accompagnatrice de naissance. Elle réalise actuellement son doctorat en psychologie clinique à l'Université de Sherbrooke et son intérêt de recherche porte principalement sur l'arrivée du premier enfant. Donc, Isabelle, je te laisse la parole et bonne présentation. Bonjour tout le monde. Pour commencer, j'aimerais que vous vous imaginiez. Alors, vous êtes là avec la personne de vos rêves depuis quelque temps déjà. La vie est belle. Vous avez des projets pour l'avenir. Vous avez déjà des petites anecdotes sur votre vie de couple et vous vous sentez prêt à passer à une nouvelle étape. Chérie, on pourrait faire un bébé? Oh my God! Mais c'est tellement une bonne idée. Ce que vous ne vous doutez pas encore, c'est que vous vous apprêtez à vivre une des transitions de la vie de couple les plus importantes, qui est remplie de défis, puis que la clé de l'adaptation positive à ce passage-là pourrait être de vivre une vie plus intime émotionnellement. Dans les faits, la transition à la parentalité, c'est-à-dire le fait d'accueillir un premier enfant, c'est un événement qui est heureux et qui apporte beaucoup de joie, mais c'est aussi un défi d'adaptation pour beaucoup de couples. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a des changements puis de l'adaptation au niveau physique et psychologique. Il y a l'acquisition de nouveaux rôles et responsabilités. Il y a plus de tâches, il y a moins de temps pour soi puis le couple, moins de sommeil, des changements aussi au niveau de la sexualité. Ce qu'on voit pour une majorité de couples, c'est une diminution de leur satisfaction conjugale puis une augmentation des conflits parce qu'il y a tellement d'occasions d'avoir des conflits avec tout ce nouveau contexte-là de nouveautés puis d'apprentissage. C'est normal aussi en même temps d'avoir des conflits. Une bonne vie de couple, ce n'est pas une vie qui n'a pas de conflits. Avoir des conflits, ça permet de remettre les pendules à l'heure puis de se donner une nouvelle direction.
Le problème, c'est donc pas dans le fait d'avoir des conflits, mais plutôt que les conflits soient persistants, donc on tourne en rond. Puis, c'est aussi dans la façon de gérer les conflits. Donc, quand on parle de la gestion des conflits, dans la façon de se chicaner finalement, on voit que le style de gestion des conflits peut être différent entre les partenaires, mais aussi que certains partenaires peuvent adopter des stratégies de gestion des conflits qui peuvent être plus délétères, c'est-à-dire qu'ils peuvent fragiliser le couple puis les mettre plus à risque de séparation. Donc, quelles sont-elles ces façons de gérer les conflits? Bien, il y a un chercheur du nom de Kurdec qui a proposé 4 façons de gérer les conflits basées sur des recherches antérieures sur le couple. D'abord, il y a l'engagement dans les conflits qui est davantage des attaques personnelles, là, des « t'es un ci, t'es un ça ». Ensuite de ça, il y a le retrait qui est le fait de se retirer finalement de la situation. Par exemple, il y a une chicane qui commence, puis « moi, je ne suis plus capable, je m'en vais ». Ensuite de ça, on a la conformité, qui est le fait de ne pas se défendre. Donc, tu me lances plein de choses à la face, puis oui, c'est correct, tu as raison. Et finalement, il y a la résolution de problèmes positifs, où là, les personnes vont être davantage axées sur la situation, la collaboration. Est-ce qu'on peut réfléchir ensemble à cette situation-là? Comment est-ce qu'on peut l'aborder différemment? Donc, on peut remarquer que tous les styles de gestion des conflits sont plutôt négatifs, sauf une stratégie qui est la résolution de problèmes positifs. Quand on regarde les facteurs qui sont associés à la satisfaction conjugale et à la gestion des conflits, il y en a un qui est particulièrement important, qui est l'attachement. Donc, l'attachement. On a tout entendu parler à un moment ou à un autre de l'attachement, mais qu'est-ce que c'est finalement? Bon. L'attachement, c'est une représentation de soi comme étant digne d'être aimé ou non, puis une représentation des autres comme étant digne de confiance ou non, qui va se construire dans l'enfance, dans les premières interactions avec les prodigueurs de soins, qui souvent sont les parents. Et ça va se construire aussi dans la réponse qui est donnée par les parents quand il y a perception d'une menace, d'un danger, quand l'enfant a besoin d'être rassuré finalement. Ces perceptions-là, ils vont se transposer à l'âge adulte dans les relations avec les autres et particulièrement dans les relations amoureuses. Donc, comment ça marche? Comment ça se construit? Bien, si les parents offrent des soins qui sont généralement adéquats puis constants, ils vont rassurer l'enfant quand il a peur, quand il est triste, ils lui donnent ce dont il a besoin au niveau matériel puis surtout affectif, bien, l'enfant va développer une sécurité d'attachement. Par contre, si les parents offrent des soins qui sont inadéquats, par exemple, ils vont rire ou repousser l'enfant quand il a peur ou qu'il se sent triste, ou si les soins sont inconstants, des fois, ils sont doux puis attentifs, d'autres fois, ils sont rejetants puis blâmants. Mais là, l'enfant, il a probablement plus de chances de développer des insécurités d'attachement. Ce que les recherches nous disent, c'est que les insécurités d'attachement, c'est lié à des moins bonnes stratégies de gestion des conflits. Il va y avoir plus d'attaques, t'es pas là quand j'en ai besoin, plus de retrait aussi, comme par exemple, si t'es pour me parler de même, moi je m'en vais, ou bien encore, moi je ne parle pas vraiment de ça, mes émotions, des choses comme ça. Les insécurités d'attachement, c'est aussi lié à plus d'insatisfaction conjugale, ce qui n'est pas vraiment surprenant non plus, parce que si on ne règle pas les conflits ou qu'on passe son temps à s'insulter, c'est sûr qu'à la longue, ce n'est pas super bon pour la satisfaction conjugale. Donc, la façon qu'on peut se poser, c'est dans le contexte de l'arrivée d'un premier enfant. Là où est-ce qu'il y a plein de nouveautés, plein de menaces possibles, comme par exemple, on a un nouveau rôle, on a peur d'être incompétent, on s'occupe d'un enfant qui pleure puis on ne sait pas vraiment comment répondre à ses besoins, on se sent maladroit ou dépassé, on manque de sommeil, ce qui n'est pas super bon pour la patiente, ça non plus. Mais dans un contexte comme celui-là, il y a un facteur qui permettrait de réduire l'effet négatif des insécurités d'attachement puis des conflits sur la satisfaction conjugale. Bref, est-ce qu'on a quelque chose qui permettrait de protéger la satisfaction des couples dans ce contexte-là de défi pour le couple? J'ai la réponse pour vous. Et on peut faire un roulement de tambour. Ah, l'intimité. Donc, moi, je me suis intéressée au rôle de l'intimité dans le contexte particulier de la transition à la parentalité. Là, quand je parle d'intimité, je ne fais pas référence à l'intimité sexuelle, mais bien à l'intimité davantage émotionnelle. Le fameux là, « parle-moi de tes émotions ». Donc, on est davantage dans le dévoilement de soi émotionnel, dans le fait de se sentir proche de son partenaire, de se sentir validé, compris par l'autre, en confiance, puis aussi, on est dans la réciprocité. Donc, je suis là pour toi, tu es là pour moi. Ce qu'on voit, c'est que l'intimité émotionnelle, c'est lié à une meilleure satisfaction conjugale.
Ça permet aussi, après un conflit de couple, de retrouver plus rapidement des émotions positives puis de réduire les émotions négatives. Dans le contexte périnatal, donc lors de l'arrivée d'un enfant, il y aurait un rôle protecteur de l'intimité dans les liens entre la satisfaction sexuelle puis la satisfaction conjugale. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque les parents ne sont pas satisfaits sexuellement, mais qui vivent beaucoup d'intimité, bien, ils sont quand même satisfaits au niveau de leur couple. Ça nous amène à notre question générale pour l'étude que je vous présente aujourd'hui, qui est la suivante. Est-ce que les insécurités d'attachement peuvent prédire le style de gestion des conflits des partenaires, donc la façon de se chicaner? Puis, est-ce que ça peut prédire aussi leur satisfaction conjugale? Et est-ce que l'intimité peut avoir un effet protecteur sur la satisfaction conjugale des couples? Donc, pour répondre à ces questions-là, on a recruté une centaine de couples hétérosexuels qui en étaient au 2e trimestre d'une première grossesse pour les 2 partenaires. Les couples étaient âgés entre 18 à 41 ans et ils cohabitaient ensemble. Puis, ils ont rempli des questionnaires en ligne sur l'attachement, le style de gestion des conflits, l'intimité et la satisfaction conjugale. Quand on regarde les résultats, on voit que parmi les styles de gestion des conflits, il y en a 2 qui ressortent vraiment, qui sont plus significatifs, soit l'engagement dans les conflits et le retrait des conflits. Donc, ce qui ressort, c'est que les insécurités d'attachement, ils sont liés à l'utilisation de stratégies de résolution de conflits plus négatives. On voit aussi que les insécurités d'attachement, c'est lié à une plus faible satisfaction conjugale. Donc, plus j'ai d'insécurité d'attachement, plus ma satisfaction est faible. Donc, quand on s'engage dans les conflits, quand on regarde la stratégie d'engagement dans les conflits, ce qu'on voit, c'est que quand on s'engage dans les conflits, bien, il y a une plus faible satisfaction conjugale. La femme, par contre, quand elle rapporte vivre de l'intimité avec son partenaire, sa satisfaction est meilleure. Donc, l'intimité vient protéger la satisfaction de la femme à ce niveau-là. Ensuite de ça, quand on regarde au niveau de l'utilisation de la stratégie du retrait des conflits, ce qu'on voit, c'est que la femme, quand elle rapporte vivre peu d'intimité, elle a une faible satisfaction. Par contre, quand elle rapporte vivre beaucoup d'intimité avec son partenaire, elle est plus satisfaite de sa relation amoureuse. Donc, encore une fois, l'intimité vient protéger la satisfaction de la femme. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que l'intimité, ça apporte bel et bien un effet protecteur pour le couple, en tout cas, du moins pour la femme. Et ça, malgré les stratégies de gestion des conflits qui peuvent être parfois plus négatives. Tout ça, c'est pas qu'il faut continuer à se disputer n'importe comment avec son partenaire. Ça veut plutôt dire que le couple gagne à avoir des moments d'intimité. Puis, comment on favorise l'intimité? Bien, évidemment, en se gardant du temps pour le couple. En faisant aussi des activités qui vont favoriser un partage ensemble. Comme par exemple la télé, bien, même si c'est très, très relaxant, c'est peut-être pas le meilleur choix pour favoriser l'intimité. Je le rappelle, l'intimité ici, ça fait référence au fait de partager à l'autre ce qu'on pense et surtout ce qu'on ressent. Il faut donc faire des activités qui favorisent ça. Dans le contexte hyper chargé de la transition à la parentalité, puis en temps de pandémie en plus, où les gens sont moins disposés à garder un jeune bébé, ce n'est pas nécessairement évident de trouver ce temps-là. Il faut donc peut-être réviser ses attentes de ce côté-là. Puis, au lieu de passer un week-end en amoureux, pendant la grossesse, ça peut être un bon moment de passer un week-end en amoureux. Mais après la grossesse, plutôt que de passer un week-end en amoureux, bien, des fois, ça peut être juste de passer un 10-15 minutes par jour à se raconter sa journée puis à faire des blagues ensemble qui va faire la différence. Le but, c'est vraiment que ce moment-là soit agréable ou du moins authentique. Parce que des fois, ça va pas bien. Puis on a besoin de pouvoir s'ouvrir au partenaire, de pouvoir discuter avec l'autre. Donc, le fait, c'est vraiment de sentir l'accueil de l'autre dans ce qu'on partage, puis c'est ça, puis d'avoir une réciprocité. Donc, si on revient avec notre couple du début, qui était vous, finalement, que je vous mettais en situation, donc, si on se remet là-dedans, puis on se projette quelques mois plus tard, une fois que bébé est là, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme dialogue entre les partenaires? On pourrait avoir quelqu'un qui dit « Ah, hey, chérie, maintenant que bébé est là, c'est vraiment une autre game. Hein? » Oui, mais tu as raison. Mais tu sais quoi? Je ne reviendrai jamais je reviendrai jamais en arrière. Heureusement qu'on a un peu de temps ici là pour prendre des marches, coucouner ensemble puis rire ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle.
C'était super intéressant. Donc, on va passer aux questions. Est-ce qu'on aurait des questions de l'audience? Encore une fois, vous pouvez soit lever la main, je vais vous donner la parole, ou écrire votre question dans le chat. Donc, je peux peut-être commencer. En fait, je me demandais, est-ce que tu crois que les résultats de ton étude seraient le même pour des couples qui sont homosexuels comparément aux couples hétérosexuels, étant donné que ton échantillon était... C'est une super bonne question. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette étude-là, elle a été faite, puis c'est des résultats préliminaires. Puis en fait, c'est qu'on n'avait pas terminé le recrutement. Donc là, dans notre échantillon, on est allé chercher des couples de la diversité sexuelle. Et puis, mais là, je n'ai pas encore les résultats, mais ça s'en vient, là, c'est incessant. Là. Mais oui, ça se pourrait qu'on ait des résultats différents. Il y a quelque chose de l'ordre de la sensibilité aussi, puis c'est intéressant parce que j'ai une collègue dans mon laboratoire de recherche qui, elle, travaille davantage au niveau du soutien dans le couple. Et puis, ce qui ressort, c'est que les hommes, c'est plus le soutien, eux autres, qui sont satisfaits, qui est quand même très intéressant. Puis, ce qui est drôle, c'est que j'ai travaillé en maison de naissance, j'ai fait un stage à la maison de naissance, et puis les sages-femmes, je leur ai présenté les résultats de mon étude, et puis ils disaient hey, les filles, ils ont besoin de parler, puis les gars, ils ont besoin d'être dans l'action, puis d'être dans le soutien, puis tout le kit. On n'est pas bien surprise, là, nous autres. Tu aurais pu venir nous voir, puis on l'aurait su. On te l'aurait dit. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, c'est documenté. Et ça se peut qu'effectivement, dans les couples de la diversité, on puisse avoir des résultats différents. Puis je vais bientôt le découvrir. Merci. On va passer à une question qui est dans le chat. Donc, on a Gabriel qui demande « Auriez-vous des trucs pour favoriser l'intimité dans un couple avec quelqu'un qui exprime peu ses sentiments verbalement, mais plus par ses gestes? » Bien, comme ça, vite, à chaud, j'ai pas des trucs comme ça. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, ce qu'il y a d'important, c'est qu'à l'intérieur du couple, ce soit su. C'est que si c'est correct dans le couple, puis que c'est convenu qu'il y en a un qui a plus de difficultés à exprimer ses sentiments, mais que ça passe par des gestes, bien, l'autre, le partenaire, va le percevoir, puis il va voir, il est en train de me communiquer quelque chose présentement. Fait qu'il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. Il n'y a pas juste le fait de dévoiler ses émotions, mais à l'intérieur du couple, comment vous fonctionnez, c'est quoi la dynamique qui est installée, puis est-ce que c'est clair que les sentiments d'une personne vont plus passer par les gestes? Et c'est sûr que ça va davantage favoriser l'intimité, puis l'autre va recevoir le message, puis il va le savoir. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, j'espère que oui. Merci. On a également André qui demande « Est-ce que vous avez mesuré le type d'attachement des participants et si oui, de quelle manière? » Ça, c'est une question que je suis très heureuse d'avoir. Dans la conceptualisation de l'attachement, il y en a qui vont conceptualiser ça en style d'attachement. Il y en a qui vont conceptualiser ça en dimensions. Là, on a 2 dimensions. On a soit l'anxiété d'abandon ou l'évitement de l'intimité. Et puis, nous, on est allé davantage dans ça. Pourquoi on a choisi ça? C'est que quand on est dans les styles d'attachement, c'est comme des catégories fermées. On n'est pas capable de voir si la personne elle a un petit peu de ce style-là ou beaucoup de ce style-là. Nous, on est allé davantage avec les dimensions parce qu'on est capable de voir le degré d'anxiété d'abandon puis le degré d'évitement de l'intimité. Et puis ça nous permet d'avoir des résultats beaucoup plus raffinés, si je peux dire, beaucoup plus précis, en fait. Donc, c'est de cette manière-là. C'était par des questionnaires, finalement, des questionnaires auto-rapportés que les participants ont remplis. Et là, pour les besoins de la présentation, je ne suis pas allée dans le détail de chacun des attachements, là, soit anxieux ou évitants, mais on voyait des différences. Là. Puis on voyait vraiment là, que selon que la personne est une femme ou que je me reprends. On voyait aussi que l'anxiété puis l'évitement, il pouvait avoir un effet différent sur la propre personne et sur son partenaire. C'est-à-dire, juste pour donner un exemple comme ça, puis là, tu sais, c'est pas basé nécessairement sur mes résultats, on pouvait voir qu'une personne, mettons, qui avait beaucoup d'anxiété d'abandon, bien, ça faisait en sorte que c'est lié au fait que son partenaire, lui, avait plus d'engagement dans les conflits,
qui était après ça lié à une plus faible satisfaction conjugale. Donc, il y a beaucoup de détails comme ça que pour le bien de la présentation aujourd'hui. Je ne suis pas allée là-dedans, mais on étudie ça et on développe ça davantage. Donc, sans plus tarder, on va accueillir notre prochaine présentatrice. Notre prochaine présentatrice est donc Marie-Pierre. Marie-Pierre est professeure au département de psychoéducation de l'Université de Sherbrooke. Elle est également membre du groupe de recherche en intervention sur les adaptations sociales de l'enfance, si je ne dis pas de bêtises. Elle a également comme intérêt de recherche les désistements à propos de la délinquance à l'adolescence ainsi que les problématiques sexuelles à l'enfance. Et sans plus tarder, je vais te laisser, Marie-Pierre, partager ta présentation et bonne présentation. Merci beaucoup, Julie. Donc, merci pour l'accueil, merci pour l'invitation, de me laisser l'opportunité de vous parler d'un sujet qui m'est cher depuis maintenant près de 10 ans. Donc, la question que j'avais le goût de vous poser ce soir et à laquelle j'aimerais j'aimerais discuter avec vous, puis j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble, c'est de savoir si les comportements sexuels à l'enfance sont problématiques. Pourquoi c'est important pour moi d'en parler? Je pense que c'est important d'en parler aussi là, dans l'espace public. C'est que souvent, cette question-là de sexualité, même si c'est omniprésent dans nos vies, surtout quand on vient pour parler de sexualité chez les enfants, c'est souvent une source de malaise importante, une grande source d'inconfort. Pourtant, vous êtes toutes et tous susceptibles là, d'être confrontés à un moment ou à un autre dans votre vie, à soit un membre de votre famille, soit vos propres enfants, qui posent certains comportements sexuels et ça peut nous questionner, savoir est-ce que c'est normal, est-ce que ce n'est pas, en fait. Puis les gens qui sont confrontés à ces situations-là, c'est sûr que ça peut créer des sentiments négatifs chez ces personnes-là. Ils peuvent se sentir plus mal à l'aise. Fait que c'est important pour moi d'ouvrir la discussion à ce sujet-là pour briser peut-être un petit peu les tabous. C'est important d'en parler aussi parce c'est important de reconnaître à quel moment les comportements sexuels des enfants peuvent devenir problématiques, à quel moment ils ne le sont pas, dans l'optique de pouvoir savoir bien réagir en fait et avoir une réaction adaptée à ces comportements-là. Notre réaction va être super importante. Face à des comportements plus typiques, si on réagit en s'exclamant en disant « Oh mon Dieu, c'est donc bien épouvantable », on peut créer des effets indésirables chez les enfants. Donc, c'est important là, de pouvoir les reconnaître, ces comportements-là, et d'avoir une réponse adaptée. Oui, aux enfants, mais aussi les personnes qui seraient témoins de ces comportements-là. Faut savoir aussi réagir à ces confidences-là qu'on peut recevoir, à ces partages-là qui vont nous être faits. C'est important aussi d'en parler dans une optique de prévention. Donc, d'essayer de voir où on peut tracer la ligne. À quel moment ce serait bien de faire peut-être une petite intervention en amont, là, si on veut, pour éviter que ces comportements-là se perpétuent dans le temps, en fait, puis qui peuvent prendre trop de place, en fait, dans la vie de l'enfant. Donc, quand on parle de comportements sexuels problématiques à l'enfance, d'abord, là, on parle vraiment d'enfants de 12 ans et moins. Donc, ça peut arriver que même des enfants de 5 ans aient certains comportements qui nous questionnent. Donc, on parle de comportements qui vont impliquer évidemment des parties sexuelles du corps, donc parties génitales, les fesses, la poitrine et tout ça. Donc, qu'un enfant de 12 ans et moins ait certains comportements sexuels, ce n'est pas nécessairement alarmant en soi. Ça fait partie du développement normal de tout être humain, en fait, de découvrir son corps, d'explorer, de vivre des nouvelles sensations. Ça peut piquer la curiosité, puis vouloir répéter certains gestes pour retrouver ces sensations-là. Par contre, quand les comportements qui sont posés nous questionnent un peu, puis qui semblent être inappropriés par rapport à l'âge de l'enfant, souvent on a comme référence un peu quand on voit des enfants avoir des comportements qu'on pourrait dire d'adultes. Là, on peut commencer à parler de comportements sexuels problématiques.
Ou quand on a des comportements sexuels qui ont des conséquences pour l'enfant, qui les manifestent, mais aussi pour les gens autour de lui. Donc, quand il y a des conséquences, par exemple, pour d'autres enfants, puis pour les adultes de son entourage, là, à ce moment-là, on tombe plus dans des comportements sexuels là, qu'on pourrait considérer problématiques. Donc, c'est bien important de toujours avoir en tête, bien, l'enfant, il a quel âge? Puis, les autres enfants de son âge, est-ce qu'ils manifestent le même genre de comportement? Fait que c'est toujours important d'avoir ça comme référence. Et aussi, ben, c'est sûr qu'avec la culture, ça peut changer de façon, dans les dernières années, on le mentionnait tout à l'heure, on est de plus en plus exposé à la sexualité. Donc, il faut en tenir compte aussi. Là, il y a peut-être nos référents, en fait, de ce qui est inquiétant à une époque peut ne plus l'être à une autre. Donc, il faut toujours être sensible à ces différents référents-là aussi, là, avant vraiment de dire qu'un enfant a des comportements sexuels problématiques. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas... tu sais, ça fait 10 ans que je m'intéresse à ce sujet-là, puis encore aujourd'hui, on n'a pas vraiment de ligne claire tracée au couteau dans la littérature qui nous permet de dire de façon très claire, là, bien, à partir de ce moment-là, on peut considérer qu'un comportement sexuel est problématique. Il n'y a pas vraiment de balise, même les intervenants en protection de la jeunesse ou les intervenants en milieu scolaire, souvent, c'est pas toujours clair pour eux. Donc, j'ai tenté de vous ressortir là, les principaux éléments qui seraient parfois des signaux d'alarme ou vraiment là, des indicateurs plus clairs qu'on pourrait être en présence de comportements sexuels problématiques et que ça pourrait mériter là, qu'on s'y attend. Un enfant a un comportement sexuel dans l'enfance, c'est pas nécessairement, faut pas nécessairement là, paniquer puis courir chercher du soutien à ce niveau-là. Par contre, quand on met des balises claires à l'enfant puis qu'on pose l'interdit de façon claire et que le comportement persiste, là, on pourrait être en présence de comportements sexuels plus questionnants ou plus questionnants. Si on est en présence de coercition aussi, ça peut avoir l'air étrange de parler de ce mot-là dans un contexte de comportement sexuel d'enfant, mais dans les recherches auxquelles j'ai participé, les intervenants nous parlaient de situations d'enfants où ça peut être dans un contexte d'intimidation. Certains enfants pouvaient utiliser aussi peut-être de la manipulation ou du chantage. Dire à un autre « Hey, si tu me laisses faire ça ou si tu fais ça, je vais te donner la carte de hockey que tu veux. Si tu fais pas ce que je te demande de me toucher, de m'embrasser. Si tu le fais pas, ben, je vais dire aux autres que tu n'es pas fin. Fait que les autres, ils t'aimeront plus. » Donc, il peut y avoir cette dynamique-là aussi qui s'installe, là, qui serait un peu plus préoccupante. Donc, quand il y a de la force physique qui est utilisée, qu'on essaie de contenir un enfant puis de l'empêcher de sortir de la pièce, par exemple, ce seraient des indicateurs de comportement sexuel problématique à l'enfance. Il faut aussi tenir compte donc beaucoup du contexte dans lequel ces comportements-là surviennent, puis de l'intention derrière le comportement. Si on est dans une optique de jeu, d'exploration qui serait peut-être plus mutuelle, on ne serait pas nécessairement là, dans quelque chose qui est problématique. Si on a un enfant qui est plutôt, qui a vraiment l'intention de faire mal et qui est vraiment à la recherche du comportement sexuel, là, on pourrait être plus dans une optique de comportement sexuel problématique. On va parler aussi beaucoup des écarts, autant au niveau, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un écart par rapport à une norme développementale, donc c'est quelque chose qui nous surprend, qui dévie de ce qu'on s'attendrait de voir normalement chez un enfant. Puis il peut y avoir un écart d'âge aussi. Fait que généralement, la balise qu'on se donne, c'est un écart d'âge d'environ 2 ans entre les enfants. Donc, si par exemple, j'ai un garçon de 7 ans avec un autre de 9 ans, donc quand on est dans 2 ans et plus, là, ça peut être plus questionnant, plus problématique. Mais il ne faut pas juste considérer l'âge. Fait que je pourrais avoir un enfant, par exemple, c'est pas nécessairement qu'un enfant plus vieux, en fait, pose le comportement à l'endroit du plus jeune. Je pourrais avoir un enfant de 7 ans qui pourrait là,
faire certaines demandes à un enfant de 9 ans. Mais si mon enfant de 17 ans, il est plus grand, il est plus costaud que celui de 9 ans, donc en raison de l'écart qu'il y a entre la stature des deux enfants, bien là, ça pourrait être problématique aussi. Et finalement, quand mon comportement va nuire au fonctionnement quotidien de l'enfant, peut nuire à son développement, il y en a qui peuvent s'infliger des blessures. Il y en a que ça peut devenir très préoccupant comme pensée, puis qui vont être, par exemple, en classe et toujours penser, à se toucher en dessous du bureau, des choses comme ça, fait que ça peut devenir plus problématique dans ces circonstances-là. Et pourquoi aussi c'est important d'en parler puis d'ouvrir la discussion sur le sujet, c'est que ça peut, comme vous l'avez vu, ça peut... il y a différents éléments qui peuvent faire en sorte qu'un comportement sexuel va être considéré comme étant problématique ou non, mais il y a aussi plusieurs manifestations différentes qu'on peut observer dans la littérature. Fait qu'il y a des intervenants qui nous ont rapporté qu'il y a des enfants qui ont des comportements sexuels qu'ils considèrent problématiques et c'est un comportement de l'enfant envers lui-même. Donc, que ce soit des touchés, de la masturbation excessive, des choses comme ça, ou des comportements que l'enfant va adopter fréquemment et dans des endroits souvent inappropriés. Fait que ça peut être à l'école, ça peut être au CPE, en public. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est important d'en parler, d'ouvrir en fait là, la discussion et la sensibilisation à ce phénomène-là, parce qu'on est peut-être plus susceptible qu'on le croit là, de croiser des enfants, en fait, là, qui ont ce genre de comportement-là dans différents contextes. Il y a un autre type de comportement qui est l'enfant qui va être dirigé vers une autre personne, mais il n'y aura pas de contact physique. Donc, ça peut être, par exemple, un enfant qui va se promener nu à outrance ou il peut être, par exemple, faire une crise de colère à l'école, il va enlever ses vêtements puis il va se mettre à courir partout. Qui va vraiment, comme on dirait plus, s'exhiber, se montrer de façon à provoquer. Ça peut être aussi par le langage. Fait que ça peut être un enfant qui a des propos très crus, très vulgaires, très sexualisés, à outrance, et qui, là, vont venir questionner les adultes autour de lui. Je peux aussi avoir des comportements qui vont être dirigés vers d'autres enfants avec des contacts physiques. Donc, tous les attouchements, les baisers, tous différents gestes sexuels d'adultes, si on veut. Il y a des contacts aussi, l'enfant peut diriger et avoir certains contacts physiques envers un adulte. Donc, souvent, les intervenants nous en parlent comme étant, grosso modo, un enfant là, qui ne connaît pas les frontières, qui va être très envahissant, qui va chercher beaucoup la proximité de l'adulte, qui va s'asseoir sur lui, va le minoucher. Il va vraiment, c'est ça, chercher une proximité physique, en fait, avec un adulte qu'il ne connaît pas vraiment, puis avec lequel ce ne serait pas approprié d'avoir ce genre de comportement-là. Donc, ça, c'est un autre genre de comportement qui peut être problématique. Et dans les cas plus rares, ça peut arriver que certains enfants utilisent des objets ou qu'il y ait des touchés là, qui soient faits avec les animaux dans la famille. Donc, c'est rare, mais ça peut arriver. Donc, ces comportements-là peuvent se manifester pour différentes raisons. Ça peut être parce que l'enfant, il n'y a pas de cadre, justement, ou il n'y a pas suffisamment les connaissances par rapport au développement sexuel, ou il n'y a pas eu suffisamment d'éducation à la sexualité pour qu'il puisse reconnaître c'est quoi les comportements appropriés puis ceux qui ne le sont pas. Ça peut être aussi plus au niveau émotionnel. Donc, souvent, c'est les enfants qui sont très vulnérables, qui vont vivre des choses difficiles au plan personnel, au plan familial. Donc, ces comportements-là peuvent venir en quelque sorte parfois les apaiser, donc procurer une sensation plus agréable qui va les aider à calmer certaines tensions. Ça peut être aussi parce que les enfants vont avoir des accès de colère, donc c'est souvent décrit comme étant des enfants impulsifs. Puis que, tout simplement, ils ne peuvent plus contenir leurs émotions. Puis, comment ça va s'exprimer, comment ça va s'extérioriser, ce trop-plein d'émotions-là, ça va être par des comportements sexuels. Donc, souvent, ça va être vraiment un peu la manifestation de plein d'autres choses. Comme je disais, donc, l'enfant va vivre des difficultés au plan personnel. Il peut se passer des choses à la maison. Donc, ça cache souvent là, plusieurs enjeux. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste s'arrêter au comportement.
prendre le temps, en fait, de parler avec l'enfant, d'investiguer un peu ce qui se passe là, pour mieux comprendre pourquoi il en est venu à adopter ce genre de comportement-là. Et finalement, souvent, c'est des comportements qui peuvent se manifester parce que je vais reproduire quelque chose que j'ai appris. Donc, souvent, on parle d'enfants, dans les études, on voit qu'il y a plus de 85% des enfants qui ont des comportements sexuels problématiques auraient été victimes d'événements potentiellement traumatiques dans leur enfance. Donc, ça peut être des victimes d'abus sexuels, ils peuvent avoir été exposés à de la violence aussi. Donc, c'est comme s'ils apprennent un peu, en quelque sorte, ces patrons relationnels-là, puis ils vont les reproduire par la suite. Donc, est-ce qu'il y a certains enfants qui sont plus à risque de manifester des comportements sexuels problématiques? C'est la question que je vous lance. Je vais vous décrire très, très brièvement 2 situations. Puis je vous demande d'essayer de penser à savoir si, selon vous, il y a un des 2 enfants là, qui serait plus susceptible que l'autre de manifester des comportements sexuels problématiques. Donc, on a d'abord Félix, qui est un petit garçon de 8 ans, qui a été victime d'agression sexuelle quand il avait 5 ans. Il est décrit comme étant plutôt hyperactif, impulsif, et ses parents sont séparés, puis il n'a pas vraiment de contact avec sa mère. C'est son père qui a la garde légale. Par contre, son père, il offre peu d'encadrement, il n'est pas souvent présent auprès de son fils. Donc, Félix, il a beaucoup accès à du matériel pornographique sur l'ordinateur de son père. Puis, au fil du temps, on le surprend, là, on découvre en fait que Félix, il aurait pris des photos de lui dans certaines positions un peu plus suggestives, puis il aurait partagé ça là, avec des amis, il aurait mis ça sur Internet. Donc, ce serait notre premier profil d'enfant. Maintenant, j'ai Camille, qui est une petite fille de 8 ans, qui a une enfance heureuse, qui est très, très sociable, enjouée. Ses parents sont mariés depuis 15 ans, ça va super bien dans la famille. On parle d'une famille unie, très aisée financièrement. Donc, avec ces 2 profils-là, peut-être que certains d'entre vous pensaient que Félix, il fait face à plus de vulnérabilité, plus de difficultés dans sa vie, donc il serait plus à risque de manifester des comportements sexuels problématiques que Camille. Qu'il y a des parents très disponibles, très encadrants, qui s'occupent bien d'elle. En fait, les 2 pourraient être à risque de manifester des comportements sexuels problématiques parce qu'il n'y a pas vraiment de profil type de ces enfants-là. Donc, le message que je veux que vous reteniez, c'est que dans le fond, ces comportements-là ne se développent pas chez un type d'enfant en particulier, ni dans un type de milieu socio-économique particulier non plus. Donc, par exemple, si les parents de Camille sont très occupés par leur travail, bien, ça se pourrait là, qu'ils soient moins disponibles pour elle, qu'ils soient moins à son écoute et qu'elle aussi développe des comportements sexuels problématiques éventuellement. Donc, j'en ai parlé tout au long de la présentation. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur ces enfants-là et leurs familles? On sait que c'est des enfants qui ont plusieurs vulnérabilités. Donc, ils ont souvent d'autres problèmes de comportement. Ils sont très impulsifs. Ils peuvent être aussi plus anxieux, déprimés, très isolés, repliés sur eux-mêmes. C'est des enfants qui ont, au niveau des relations sociales, c'est plus difficile. Ils ont peut-être moins d'amis. Peut-être qu'au niveau de leur façon d'entrer en relation avec les autres, c'est plus difficile. Et souvent, des enfants qui ont vécu, comme je vous disais, là, des événements potentiellement traumatiques dans leur vie. Fait que ce n'est pas juste une question de facteurs reliés à l'enfant qui nous permettent de dire ces enfants-là ont ces caractéristiques-là, donc ils vont avoir des comportements sexuels problématiques. C'est plus complexe que ça, parce qu'il y a aussi des éléments à considérer au niveau de l'environnement familial. Donc, souvent, ça va être des parents moins disponibles qui ont peut-être qui ont leur stress à eux, en fait, qui ont leurs défis à eux et qui sont, comme je disais, un petit peu moins disponibles peut-être là, pour répondre aux besoins de leur enfant. Donc, une moins grande surveillance. Souvent, c'est des enfants qui vont être dans un environnement plus sexualisé ou un accès plus facile à du matériel pornographique, par exemple. Donc, ce n'est pas un seul facteur, ce n'est pas une seule, c'est pas juste la faute des parents, puis ce n'est pas de la faute de l'enfant, c'est vraiment un mélange des deux. Finalement, donc, comment on réagit lorsqu'un enfant manifeste un comportement sexuel problématique? Bien, je dirais, c'est d'écouter, en fait, autant le parent ou l'adulte qui viendrait vous rapporter ces situations-là que l'enfant qui
avec qui vous pourriez être témoin, que vous soyez enseignant ou que vous ayez un enfant autour de vous. Donc, on va écouter la situation sans juger. Donc, c'est vraiment d'accueillir ce qui se dit, puis de penser que ces enfants-là sont vulnérables, ils ont vécu des choses et les comportements ne les définissent pas. Et souvent, c'est des enfants qui ne sont vraiment pas fiers d'eux. Ils savent parfois là, que ce qu'ils ont fait, ce n'était pas correct. Donc, de réagir trop fortement pourrait faire en sorte justement de créer une honte ou de venir leur apposer une étiquette, en fait, et nuire plus qu'autre chose au développement de cet enfant-là. Donc, on va le soutenir, on va soutenir ses parents, on va les accompagner vers les bonnes ressources, que ce soit CLSC, différents organismes communautaires aussi. On va donner de l'information aux enfants puis aux parents sur le développement de la sexualité, sur les comportements appropriés ou non. On va mettre un cadre clair. Voici, quand à la maison, par exemple, tu ne pourras pas rester avec ton petit frère ou ta petite soeur seule. Il va toujours falloir qu'il y ait un parent en présence. Donc, on va s'assurer qu'il y a des règles claires et on va surtout impliquer les parents là-dedans. Donc, les parents vont faire souvent partie de la solution. Donc, les aider là, à voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider leur enfant à travers tout ça. Donc, pour répondre à la question que je posais initialement, est-ce que les comportements sexuels à l'enfance sont problématiques? Parfois, ils le sont. Ils peuvent l'être. S'il y a vraiment un écart d'âge, un écart par rapport à la norme, s'ils sont persistants, puis s'ils ont des conséquences dans la vie là, des enfants et des personnes autour d'eux. Puis, ces comportements-là peuvent se manifester aussi dans différents contextes. Alors voilà, je vous remercie pour l'invitation, pour votre présence et votre écoute. J'ai indiqué mon adresse courriel, puis la page, mon profil là, sur le site du groupe de recherche et d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance, donc le GRIS de l'Université de Sherbrooke. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, Marie-Pierre, pour votre présentation. On va maintenant passer aux questions. Donc, si vous avez une question, vous pouvez soit lever la main ou l'écrire dans le chat. Donc, je vais commencer. Tu as mentionné qu'il n'existe pas de profil type, mais est-ce qu'il y a des données par rapport aux filles? Est-ce qu'il y a plus de garçons qui font preuve de ces comportements-là ou les filles? Est-ce que c'est la même chose? Oui, plus de garçons. Généralement, mettons, ça pourrait être sur un échantillon de 100 enfants, il pourrait y en avoir 70 garçons puis 30 filles qui ont ce genre de comportement-là. Oui, il y en a plus, mais les filles aussi peuvent avoir des comportements sexuels problématiques. Donc, c'est ça. C'est important de retenir. Merci. Renato? Oui, une petite question, justement, comme il n'y a pas d'image type, est-ce qu'il y aurait tout le contraire, c'est-à-dire une image qu'on ne retrouverait pas dans ces cercles? C'est-à-dire, j'imagine qu'une bonne éducation sexuelle, ça préviendrait ce type de situation. Est-ce qu'il y a des âges ou des conseils que tu pourrais donner pour simplement dire, à partir de cet âge, on pourrait commencer à parler de ces sujets-là, ou c'est quand les comportements commencent à se manifester que là, on doit intervenir? Comment c'est la prévention? C'est une excellente question, merci. Puis, en fait, là, la clé, souvent, ça va être justement l'éducation à la sexualité. Ça a comme été retiré là, à un certain moment dans les écoles primaires, puis c'est beaucoup quelque chose que les intervenants trouvaient qu'il faut ramener ça. Il faut en parler rapidement, puis suivre selon l'âge de l'enfant. Donc, dès que il faut suivre aussi le rythme de l'enfant. Fait que dès qu'il commence à se poser des questions à ce sujet-là, des fois, ça peut être, il y a plusieurs livres sur le sujet là, pour aider les parents, justement, qui sont souvent très mal à l'aise d'aborder la question, pour s'assurer d'en parler rapidement. Parce que des intervenants nous racontent des choses, des fois, tu sais, des enfants de 2 ans peuvent avoir certains comportements questionnants, tu sais. Fait qu'il faut toujours être à l'affût. Puis, en fait, je dirais aussi, c'est important, les comportements ne sont pas toujours posés dans un but d'avoir une gratification. Tu sais, ils ne posent pas ces comportements-là pour les mêmes raisons qu'un adulte, mettons. Donc, c'est souvent plus pour s'exprimer, pour aller chercher une sensation. Fait que c'est pas... faut garder ça aussi en tête. Donc là, je ne sais plus, je réponds à la question, mais
en parler tôt, pas être gêné d'en parler, puis si on est gêné de le faire, bien, de se tourner vers des ressources, en fait, là, qui pourraient nous aider à le faire pour nous, parce que puis, tu sais, il ne faut pas juste faire de l'éducation à la sexualité, c'est pas suffisant. Il faut rester à l'affût de ce qui se passe dans la vie de ces enfants-là ou difficultés qu'ils peuvent vivre, puis être à l'écoute, en fait, de eux puis de leurs besoins. Merci. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour les questions. Malheureusement, le temps file assez vite, mais n'hésitez surtout pas à contacter Marie-Pierre. Vous avez tous son email. Donc, n'hésitez vraiment pas pour les questions. Merci beaucoup, Marie-Pierre. C'est une présentation vraiment intéressante. Pour ma part, c'était la première fois que j'entendais parler de ce sujet au niveau de la recherche. Donc, vraiment, vraiment super intéressant. Pour terminer notre soirée de présentation, on va maintenant accueillir Geneviève Paquette. Donc, Geneviève Paquette est professeure dans le département de psychoéducation et elle est également psychoéducatrice. Elle dirige également le GRISE, dont vient de nous parler Marie-Pierre, et ses recherches portent principalement sur les besoins... Oh, pardon, j'ai noté un mot mal. Les besoins des populations à risque, ou des victimes de violences sexuelles. Donc, Geneviève, je vais te laisser partager ton écran et très bonne présentation. Merci beaucoup, Julie. Alors, j'y vais. Moi, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de comment accueillir le dévoilement d'une personne victime d'agression sexuelle en vous plaçant dans la position de « et si c'était vous ». Alors, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais d'abord faire ce qu'on appelle un trauma avertissement parce que le contenu qui va être abordé est susceptible d'éveiller certaines difficultés chez des personnes qui auraient été victimes de violences sexuelles ou encore chez des personnes qui ont déjà reçu des confidences d'une victime. Alors, pour recevoir du soutien ou de l'information, vous pouvez toujours contacter la ligne ressources provinciale pour les victimes d'agressions sexuelles. Là, je ne vois pas le numéro à cause du bandeau, mais j'imagine que vous le voyez bien. Ah, je le vois là. C'est le 1-888-933-9007. Et je tiens à mentionner aussi que si vous avez à recevoir un signalement et que vous avez besoin d'aide, de soutien, d'information, cette ligne-là aussi est pour vous. Alors, on va commencer avec une petite mise en situation, la situation de Claude et Maxime. Alors, Claude et Maxime, ce sont des amis, ce sont des personnes qui se connaissent depuis longtemps. Ils vont prendre un café et la tournure de la discussion, tout à coup, est très différente parce que Maxime confie à Claude qu'Alex a enlevé ses vêtements devant elle hier à l'appartement, alors que Maxime écoutait la télé très tranquille là, dans le salon. Maxime a vu les organes génitaux d'Alex, elle a figé. Maxime dit se sentir très mal depuis l'événement, ne plus se sentir en sécurité en colocation avec Alex. Alors, Claude écoute Maxime en se disant que cet événement ne lui semble pas très grave. Il connaît Alex, c'est pas son genre. Maxime l'a peut-être pris par surprise, c'est peut-être un accident. Donc, ce comportement est sans doute insuffisant pour être qualifié d'agression sexuelle. C'est ce que Claude pense. Alors, Claude mentionne ses doutes à Maxime. Il l'encourage à oublier cet événement-là puis à se concentrer sur ses projets. Alors, est-ce que Claude a raison? Est-ce que Maxime a vécu un événement banal ou s'agit-il d'une agression sexuelle? Pour répondre à cette question-là, il faut bien connaître la définition de l'agression sexuelle. Alors, j'avais le goût aujourd'hui de vous la présenter. Je vais vous présenter celle qui est utilisée au Québec par le gouvernement du Québec, qui est dans la stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles. Alors, ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est qu'une agression sexuelle, c'est un geste à caractère sexuel avec ou sans contact physique. Déjà, ça nous change souvent de l'image que nous avons d'une agression sexuelle qui doit impliquer des contacts, un attouchement, voire une pénétration. Non, une agression sexuelle pourrait être qualifiée comme telle sans contact physique. Il faut que ce soit commis par un individu sans le consentement de la personne visée ou dans certains cas, notamment dans celui des enfants, par une manipulation affective ou par du chantage. Alors, si on se pose la question à ce moment-là pour Maxime, est-ce que Maxime a été victime d'une agression sexuelle? Puis on va répondre oui, parce qu'Alex est venu se dévêtir devant elle sans son consentement, alors que ce n'était pas désiré. Et même s'il n'y a pas eu de contact,
on va se dire que c'est une agression sexuelle. Poursuivons, l'agression sexuelle, c'est toujours défini comme un acte qui vise à assujettir une autre personne à ses propres désirs par un abus de pouvoir, par l'utilisation de la force ou de la contrainte, ou sous la menace implicite ou explicite. Une agression sexuelle, ça porte atteinte donc aux droits humains fondamentaux, le droit à l'intégrité physique, psychologique, le droit à la sécurité des personnes. Alors ici, pour vous illustrer un peu une situation, j'ai pensé vous parler de Marie, à qui son patron demande qu'elle reçoive des massages de sa part parce que lui, ça le relaxe et il dit que ça fait partie de ses tâches. Alors, on voit bien ici que la menace, elle est implicite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas usage de la force ou c'est pas quelqu'un qui est allé la prendre puis l'écraser dans un mur, mais la menace est implicite parce qu'ici, il y a un lien d'emploi et Marie est en droit de se demander si elle refuse ce type de contact-là, si elle ne va pas perdre son emploi, par exemple. La définition aussi de l'agression sexuelle s'applique peu importe l'âge, la culture, l'orientation sexuelle de la personne victime ou de l'agresseur. Et elle s'applique aussi pour tout type de geste sexuel, peu importe le lieu, le milieu de vie, quelle que soit la nature du lien aussi, qui unit une victime et l'agresseur sexuel. Alors, un des exemples qu'on peut prendre pour illustrer ceci, c'est le cas de l'agression sexuelle dans le couple ou dans le mariage. Alors, prenons l'exemple d'Isabelle, qui doit avoir des relations sexuelles tous les jours avec son mari, parce que sinon, il se fâche très fort, il la menace de la quitter, puis il la traite de mauvaise épouse, par exemple. Alors, maintenant qu'on a bien vu ensemble quelle était la définition de l'agression sexuelle, bien, on sait que Maxime en a vécu une, et Claude, donc, a reçu ce qu'on appelle le dévoilement d'une agression sexuelle par une victime. Mais qu'est-ce que c'est au juste le dévoilement d'une agression sexuelle? C'est l'acte de communiquer l'agression sexuelle qu'on a vécue à une autre personne, soit une personne de son entourage, soit une personne des autorités officielles, par exemple un policier, une policière. Donc, les personnes victimes vont se confier souvent à des personnes de leur entourage. La personne qui reçoit cette confidence-là, dans la recherche, dans la littérature scientifique, on va l'appeler la personne confidente. Et donc, on a fait plusieurs études sur comment les personnes confidentes réagissent au dévoilement que les victimes leur font. Alors, tout comme Claude, vous êtes susceptible de recevoir un jour une telle confidence, donc un dévoilement d'agression sexuelle. Pourquoi? Pour deux raisons principales. La première, c'est que vous le savez, ça a été quand même pas mal médiatisé, cette connaissance scientifique-là qu'on a, mais il y a peu de victimes qui vont rapporter une agression sexuelle aux autorités officielles. Par contre, les recherches démontrent aussi que les victimes, en grande majorité, vont se confier à des personnes de leur entourage un jour ou l'autre après avoir vécu l'agression sexuelle. Parfois plusieurs années plus tard, mais parfois aussi vraiment suite aux événements. On sait aussi que l'agression sexuelle au Québec, au Canada, dans les pays industrialisés, c'est très prévalent. Alors, dans l'enfance, les femmes adultes au Québec rapportent 1 sur 5 va rapporter avoir vécu une agression sexuelle dans l'enfance avec contact avant l'âge de 18 ans. Chez les garçons, c'est 1 sur 5. Ce sont des données extrêmement stables depuis les 30 dernières années. Donc, il y a beaucoup de victimes dans la société et probablement dans votre entourage. D'autres études nous montrent aussi qu'un peu plus tard, par exemple aux études supérieures au Canada, bien, 1 femme sur 10 va rapporter avoir subi une agression sexuelle avec contact dans la dernière année. Chez les garçons, au moment de l'âge adulte, ça chute un peu. On parle de 4% des hommes qui vont rapporter avoir vécu une agression sexuelle avec contact dans l'année précédant une enquête auprès des populations des études supérieures. Alors, puisque maintenant je vous ai convaincu qu'il est possible que vous receviez un jour un dévoilement d'agression sexuelle, je suppose que vous êtes intéressé à savoir comment on accueille un dévoilement d'agression sexuelle. Bien, c'est en adoptant des réactions aidantes. Alors, qu'est-ce que c'est des réactions aidantes? Ullman, qui est une chercheuse américaine, s'est beaucoup intéressée à cette question-là. Elle a répertorié toutes les réactions possibles que les personnes confidentes peuvent adopter à la suite de la réception d'un signalement, pas d'un signalement, d'un dévoilement, pardon.
Et puis, elle les a classifiées, puis elle les a étudiées sous l'angle de leurs effets pour les victimes. Donc, elle est arrivée à une typologie de 3 types de réactions qui sont vraiment aidantes pour justement nous montrer quelles sont des réactions à adopter et quelles sont des réactions à ne pas adopter. Alors, on va commencer ensemble à regarder des réactions qui sont non aidantes, donc qui ne sont pas à adopter auprès d'une victime. Alors, le premier type de réaction, ce sont des réactions de soutien, de constatation sans soutien. Alors, la personne ne va pas remettre en cause que la victime a bel et bien été agressée sexuellement dans ce type de réaction-là, mais ne va pas la soutenir. Alors, une personne qui adopte ce type de réaction non aidante auprès d'une victime pourrait lui dire quelque chose comme « Ben, tu devrais arrêter de penser à ça, faut regarder vers l'avenir dans la vie. » Un autre type de réactions qui sont non aidantes envers les victimes d'agressions sexuelles, ce sont des réactions dites d'accusation et d'exclusion. Alors ici, une personne qui adopte une réaction non aidante comme celle-là face à une victime pourrait lui dire « Tu n'aurais pas dû prendre les fleurs avec ce gars-là, tu ne le connaissais même pas. » Alors ça, c'est un bon exemple d'une réaction d'accusation parce que là, on est en train de dire à la victime ben, implicitement, on est en train de lui dire, ben, c'est un petit peu de ta faute, c'est arrivé, là, à quoi tu as pensé. Alors, il vaut mieux adopter des réactions aidantes. Les réactions aidantes, c'est vraiment des réactions qui sont axées sur le réconfort, le soutien, l'aide tangible auprès de la victime. Alors, une personne qui adopte des réactions aidantes pourrait dire à une victime, tu es importante pour moi, merci de ta confiance, de m'avoir confié ce qui t'est arrivé. Puis je vais être là pour toi, puis tu as bien fait de m'en parler. Alors, ma question, maintenant, vous connaissez les réactions non aidantes et aidantes. Est-ce que Claude a adopté des réactions aidantes face au dévoilement de Maxime? Bien, la réponse est non. Hein? Vous le savez maintenant, il a adopté, puis vous deviez avoir l'intuition même. Alors, il a adopté un mélange entre des réactions de constatation sans soutien en lui disant, là, passe à d'autres choses, là, continue tes projets. Puis, en même temps, un peu d'accusation, d'exclusion en lui disant, ben moi, je ne suis pas sûre là, que c'est une agression sexuelle, ton affaire, c'est peut-être un accident. Alors, c'est un mélange de 2 types de réactions. Et d'ailleurs, les études d'Ullmann montrent qu'une même personne confidente peut, à l'intérieur d'une conversation d'accueil d'un dévoilement, adopter différents types de réactions, parfois aidantes, parfois non aidantes. Alors, c'est vraiment important qu'on en parle parce que les réactions suite à un dévoilement, on le sait, peuvent avoir un effet très important pour une victime sur le reste de son parcours et sur la réduction des conséquences d'agression sexuelle pour elle. Alors, que faire si une personne me choisit comme personne confidente en me dévoilant une agression sexuelle qu'elle a subie? Bien, je vous dirais, prenez l'approche reconnaître, écouter, soutenir. Alors, le Regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, ce qu'on entend souvent comme les CALAX, donc, là, il y a un regroupement québécois. Ils ont fait un outil vraiment intéressant où ils ont développé 12 réactions aidantes à adopter auprès des victimes d'agressions sexuelles. Alors, je vous en présente quelques-unes. D'abord, croire. C'est vraiment très, très important. On sait que le fait d'être cru pour une victime au moment d'un dévoilement est capital pour son rétablissement. Ce n'est pas le rôle d'une personne de l'entourage d'enquêter. Alors, pour savoir s'il y a agression sexuelle ou pas, dans ma vie, j'ai reçu plusieurs dévoilements d'agression sexuelle et moi, je prends toujours pour acquis que c'est vrai. Ce n'est pas mon rôle de déterminer si l'agression sexuelle a eu lieu ou pas. Je suis en train d'accueillir une victime. Alors, et de toute façon, on le sait, les fausses allégations sont très, très rares en matière d'agression sexuelle. Alors, croire est sans doute la meilleure posture à avoir parce qu'on ne peut jamais se tromper en croyant la victime. On a toujours la bonne attitude à ce moment-là. Deuxième, évidemment, écouter sans juger, respecter le rythme, le vocabulaire employé, les mots de la victime. C'est important aussi d'assurer une certaine confidentialité. C'est-à-dire, la personne vous fait une confidence, elle n'a peut-être pas envie que vous alliez en parler à tous vos amis pour rechercher du soutien auprès de vos amis, parce que vous aussi, quand vous recevez un dévoilement d'agression sexuelle, c'est un événement qui peut être bouleversant. Alors, à ce moment-là, il vaut mieux, par exemple, consulter un organisme qui peut venir en aide aussi aux proches qui reçoivent des dévoilements d'agression sexuelle, plutôt que d'ébruiter l'affaire et que là, la victime se sente trahie, pas respectée, pas respectée. Voilà. On va éviter aussi les réactions trop fortes.
Parfois, on a l'impression ou on va avoir le goût de dire « Ah ben, les cœurs, hein, moi je le connais, puis en tout cas, j'en reviens pas qu'il t'ait fait ça. » Ça ne va pas être aidant pour une victime. Pourquoi? Bien, parce que la victime, elle a déjà beaucoup d'émotions à gérer elle-même, puis vraiment, il ne faudrait pas qu'elle ait en plus les vôtres à gérer. Alors, il faut vraiment tenter d'avoir des réactions tempérées. C'est sûr que quand on accueille un dévoilement, en même temps, il faut être authentique. Parfois, on peut ressentir de la colère, de la tristesse. Ce sont des émotions normales quand quelqu'un nous confie quelque chose d'aussi difficile qu'une agression sexuelle. Mais c'est ça, contrôler ses émotions est important pour la victime parce qu'elle a déjà beaucoup d'émotions à gérer elle-même. On va toujours déculpabiliser la victime. Toutes les victimes, à peu près, quand elles dévoilent, elles vont dire « Oui, mais j'avais, oui, mais j'étais habillée, oui, mais j'avais… » Mais on leur dit non, c'est jamais la faute de la victime quand il y a agression sexuelle. Et enfin, on va aussi garantir sa sécurité. C'est un enjeu, donc la personne peut résider avec l'agresseur, donc on va vraiment se préoccuper beaucoup de cet enjeu-là avec elle, qu'elle se sente en sécurité, qu'elle puisse avoir un lieu sécuritaire. Et on va offrir du soutien, assurer une présence, être disponible à plus long terme. Alors, 4 derniers conseils en terminant sur comment accueillir, accompagner une victime dans notre entourage. Première chose, toujours soutenir son pouvoir d'agir et la confiance qu'elle a envers nous et envers autrui. Alors, ce sont les 2 composantes, on pourrait dire, qui ont été le plus ébranlées pour une victime d'agression sexuelle. Être victime d'agression sexuelle, c'est un acte abusif, donc c'est un moment où on a perdu le pouvoir sur sa vie. Et évidemment, c'est un exemple que le monde qui nous entoure, on ne peut pas toujours y faire confiance. Alors, c'est très bouleversant. Donc, la reconstruction d'une personne victime d'agression sexuelle va passer par qu'elle récupère son pouvoir d'agir et qu'elle refasse confiance à nouveau aux autres personnes et au monde qui l'entoure. On va la placer au cœur de l'accompagnement. C'est vraiment ses besoins, ses désirs qui passent en premier, pas les vôtres. Hein? Parfois, on se dit, mon Dieu, moi, il me semble que je ferais ça, puis il me semble qu'il faudrait que, puis je me sentirais mieux si, puis pourquoi elle ne va pas voir les policiers? Bien, ça, c'est vos besoins, ce n'est pas les siens. Souvent, les victimes ne vont pas être prêtes à aller porter plainte, par exemple, rapidement après un événement. Parfois, oui, mais parfois, non. Et parfois, non, parce qu'elles ont tellement de symptômes psychologiques à gérer que d'aller s'asseoir avec un policier et être encore plus stimulé dans ses symptômes psychologiques par préservation de soi, elles vont se dire, c'est pas le bon moment, je vais commencer par m'occuper de moi. Donc, il faut vraiment suivre leur rythme, qui peut évoluer d'ailleurs dans le temps. Hein? Donc, une victime qui dit, je ne vais pas porter plainte ou je ne veux pas aller recevoir de l'aide d'un organisme au moment d'un premier dévoilement, peut-être que dans 1 semaine, dans 2 mois plus tard, elle va être maintenant ouverte grâce au soutien apporté par son entourage. C'est toujours la victime qui est la mieux placée, donc, pour identifier ses besoins et les démarches à entreprendre. Puis, moi, je dis toujours qu'il ne faut ni encourager, ni décourager le signalement, la plainte aux autorités. C'est vraiment à la victime de décider. Par contre, il existe des organismes qui peuvent aider les victimes à voir quelles sont les différentes options, par exemple légales, qui s'offrent à elles. Et ça peut être une bonne idée qu'elles reçoivent cette information-là, justement pour prendre une décision éclairée. Alors voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. J'espère que vous aurez quelques questions pour qu'on continue à en apprendre davantage ensemble sur l'agression sexuelle. Je dis souvent aux personnes que je côtoie que ça fait au moins 15 ans que je travaille sur cette problématique-là, puis j'en apprends encore quand même tous les jours, toutes les semaines sur cette problématique-là qui est très complexe sur le plan social. Merci beaucoup, Geneviève, pour votre présentation. C'était vraiment intéressant. Je pense que vous avez bien apporté là, ce sujet-là, même si c'est un sujet difficile à discuter un peu. Donc, on a déjà une question dans le chat. On va passer tout de suite à celle-ci. Donc, Gabrielle commente « S'il est évidemment avisé de réagir à la confidence de Maxime de manière aidante, ne serait-il pas aussi légitime d'essayer d'investiguer l'attitude de sa colocataire? Car s'il convient de questionner le comportement de cette femme, peut-être serait-elle authentiquement catastrophée de savoir qu'elle a atteint à l'intégrité de Maxime. » Oui, là, on parle de l'intervention sur la personne qui a posé les gestes sexuels. Bien, effectivement, moi, ce n'est pas ma spécialité. Je suis vraiment spécialisée au niveau des victimes, mais c'est sûr que cette personne-là a sans doute besoin de se faire dire qu'elle n'a pas respecté le consentement de quelqu'un. Puis, il y a aussi les services, puis on est vraiment chanceux en Estrie
parce qu'on a toute une panoplie de services, dont des services qui peuvent être offerts aux personnes qui ont commis des gestes à caractère sexuel sans consentement, notamment le CIVAR-CESTRI. Alors, qui s'occupe vraiment de traiter, si on veut, les personnes qui posent ce type de gestes-là, les agresseurs sexuels. Puis, on a 2 autres organismes aussi en Estrie, bon, le Calax-Estrie, évidemment. Puis, on a aussi le Chaz-Estrie, donc qui vient en aide aux hommes agressés sexuellement dans l'enfance. Et je pense, si je me souviens bien, qu'on est 2 régions au Québec à offrir des services aux hommes agressés sexuellement. Mais oui, tout à fait, là, ça prend une intervention sur les 2 fronts pour répondre à Gabrielle. Merci. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? Sinon, je peux y aller avec la mienne. Donc, on entend souvent parler des réactions qui accusent les victimes, là, par exemple, elle portait pas des bons vêtements ou quelque chose comme ça. Donc, je me demande, comment est-ce que vous croyez qu'il faudrait intervenir pour diminuer ce genre de réaction-là dans la société? Oui, mon Dieu, quelle grande question. Merci, Maude. Je vais tenter une réponse, mais c'est comment je dirais, le problème fondamental. Alors, peut-être je vais commencer par une explication, puis après aller vers les stratégies. C'est ça que moi, au fil de mes recherches, j'en suis venue là, à la conclusion que les agressions sexuelles s'expliquent en tout en partie par le patriarcat et la culture du viol qui en découle. Pourquoi? Parce que quand on regarde qui sont les victimes d'agressions sexuelles, ce qu'on observe, c'est que ce sont des enfants, voire des enfants avec des incapacités, donc des enfants avec une déficience intellectuelle, des enfants avec des handicaps physiques, sont plus à risque que les autres enfants d'être agressés sexuellement, les femmes, les personnes qui appartiennent à la diversité sexuelle et de genre. Alors, curieusement, à un moment donné, on en vient à se rendre compte que ce sont les personnes qui sont dans la structure patriarcale mise au bas de la pyramide. Donc, il y a clairement un changement de culture à effectuer. Comment changer cette culture-là? Là est la question. Je pense qu'il faut être patient. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été mises en place, notamment dans les cégeps, les universités. Là, actuellement, on voit dans les médias là, que, disons qu'il y a eu une situation là, qui a été mise à jour dans une école secondaire et il y a des étudiantes, des élèves qui commencent à réclamer que ces milieux-là soient sécuritaires. Il y a beaucoup d'éducation à la sexualité qui se fait, comme Marie-Pierre Villeneuve le mentionnait juste avant moi. Puis le programme d'éducation à la sexualité qui est maintenant implanté dans les écoles, dans toutes les écoles primaires et secondaires du Québec, c'est quand même une vision là, de la sexualité qui est beaucoup plus large, beaucoup une culture du respect, d'apprendre le respect, le consentement, le respect de la diversité sexuelle et de genre, donc beaucoup une culture d'égalité. Fait que moi, je suis relativement tannée de voir ce problème-là ne pas se régler, mais en même temps confiante que, je dirais, là, depuis les dernières années, on a une prise de conscience collective énorme qu'on n'avait pas vraiment vue avant. Donc, j'ai le goût d'avoir de l'espoir, je dirais, Maude. Merci. Julie, tu peux y aller. Oui, moi, c'était vraiment plus une question très large pour avoir votre avis, en fait, sur le film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, justement, à propos un peu de dévoilement puis des agressions sexuelles en général au Québec, qui s'appelait La victime parfaite, et qui est un film que je suis allée voir au cinéma puis que j'ai vraiment, vraiment apprécié parce que ça peinturait un peu un paysage que moi, je suis pas familière avec ce paysage-là puis que je connaissais pas. Donc, c'est ça, quel a été votre avis ou votre réaction par rapport à ce film-là? Écoutez, je vais vous avouer franchement, je vais vous faire une confidence à mon tour. Je baigne tellement souvent, longtemps, tous les jours dans le sujet de l'agression sexuelle que je dois mettre des limites à un moment donné pour ne pas qu'avoir toujours être exposée à ça, ne serait-ce que pour protéger minimalement un peu ma santé mentale. Donc, je n'ai pas vu le film, malheureusement. Mais c'est sûr que la question, j'ai suivi quand même tous les travaux là, qui ont été faits sur la consultation autour de la prise en charge des services, autour des victimes. Puis moi, je pense que les tribunaux spécialisés, du moins de ce que j'en ai lu, semblent être une voie vraiment porteuse. Actuellement, d'ailleurs, je participe à un projet de formation. On est plusieurs chercheuses
rassemblés autour de Delphine Collin-Vézina, qui est quand même une grande spécialiste au Québec de l'agression sexuelle. Puis on est en train de développer une formation qui va être offerte au personnel judiciaire, les policiers, policières enquêteurs, les procureurs, mais aussi les avocats de la défense. Et donc, là, on essaie de voir quelle thématique, on va quel contenu, comment le livrer, puis tout ça vraiment pour instaurer, on l'espère, une culture avec un peu plus de respect envers les victimes, même si effectivement la recherche de la vérité pose, je dirais, des enjeux particuliers, notamment dans le traitement des victimes d'agressions sexuelles, mais que ce système-là s'améliore et s'humanise envers les victimes d'agressions sexuelles. Merci. On aurait une question dans le chat de Johanna. Faut-il faire un suivi avec la victime suite au dévoilement ou attendre qu'elle nous en reparle? Ah oui, ça c'est une bonne question. Moi, je vérifie toujours. Si vous voyez qu'il y a un enjeu de sécurité, là, je pense que le suivi est nécessaire. C'est-à-dire, on peut dire à quelqu'un, là, je suis inquiète, j'aimerais qu'on discute de ta sécurité. Si elle vit, par exemple, avec la personne agresseur, tout ça, tu sais, les situations sont multiples. S'il y a vraiment un enjeu de sécurité, bien là, il y a urgence. Il va falloir trouver un moyen avec elle qu'elle soit en sécurité, au moins pour le prochain 24 heures. Mais supposons que l'agresseur n'est pas dans le décor, ça dépend vraiment des personnes. Mais moi, j'ai plutôt tendance à laisser la victime revenir vers moi que de la ressolliciter. Je vais lui dire, ben moi, je vais t'écouter, je vais être là pour toi. Puis, si tu veux m'en reparler, tu peux m'en reparler n'importe quand. Je vais être là. Puis, si je la recontacte, ben là, je vais juste lui demander comment ça va. Je vais me comporter un peu normalement. À moins qu'elle me demande de vraiment faire des démarches avec elle puis d'être là. Donc, je laisse la porte ouverte à ce qu'elle me demande tout ce qu'elle veut. Puis, je continue à avoir des contacts avec elle puis à me préoccuper de comment elle va, mais sans toujours reparler de ça. Parce que le problème, c'est que si nous, on reparle de ça à la victime, bien, elle, à un moment donné, il va falloir qu'elle s'éloigne, elle pourrait vouloir s'éloigner de nous pour éviter ce qu'on appelle les déclencheurs, ce qu'on appelle en anglais les triggers, donc au niveau traumatique. Si j'ai été agressée sexuellement, bien, je vais avoir tendance à éviter les déclencheurs des souvenirs, des émotions que ça m'a fait vivre pour tenter de garder le contrôle sur comment je me sens. Là, s'il y a quelqu'un qui est toujours en train de venir me reparler de cette agression sexuelle-là parce que j'y ai dévoilé, bien là, ça peut devenir nuisible. C'est une super bonne question. Merci de personne qui l'a posée pour me permettre d'expliquer ces nuances-là qui sont importantes, effectivement. Merci beaucoup. Donc, on va y aller avec une dernière question rapide de Marie-Claudel. Oui, mais merci premièrement Geneviève pour cette belle présentation instructive et ô combien importante encore une fois. Moi, ma question, c'était un peu plus concrètement, dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut avoir comme comportement face aux gens qui, dans notre entourage, peuvent adopter des comportements non soutenants ou non appropriés face au dévoilement de certaines victimes, sans être nous-mêmes concernés. Ça peut arriver qu'on est en contact avec des gens qui n'ont pas nécessairement des attitudes soutenantes. Je voulais vous entendre par rapport à ça. Oui, c'est effectivement un problème important. Je pense que si on en est témoin directement, par exemple, on est là, puis qu'on se sent capable de réagir sur le champ, bien, le mieux, c'est de réagir sur le champ. Alors, je pense, quand on est capable de le faire, mais parfois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'être exposée à des situations un petit peu avec des gestes sexuels ou des blagues sexuelles déplacées, puis tu es comme un petit peu pas capable de réagir sur le coup. Tu te dis, voyons, qu'est-ce qui vient de se passer là? Fait que là, tu es comme un peu en retard, puis là, finalement, la discussion continue, puis là, tu n'as pas eu le temps de réagir. Bien là, c'est de revenir avec la personne en individuel dans ce temps-là, parce que si toi, tu y repenses à cette réaction-là, bien, tu peux lui en parler. Puis peut-être lui envoyer le petit outil du regroupement justement québécois des CALACS, qui est vraiment un outil de base, mais vraiment très important, qui a été fait sur comment bien réagir auprès d'une victime. Merci beaucoup, ça répond bien. Merci beaucoup.
Super, merci beaucoup Geneviève pour cette présentation, encore une fois très intéressante, très importante. Je pense qu'on est vraiment tous d'accord là-dessus. Donc un grand merci. Encore merci à l'audience pour les questions. Là, il y a vraiment beaucoup de questions aujourd'hui. On est très, très contents. Merci à vous de participer. On va tout de suite passer à notre petit quiz. Avant de terminer la soirée sur le mot de la fin, vous pouvez trouver le lien du quiz dans le chat directement. Donc, on invite celles et ceux qui souhaitent participer à aller répondre aux 4 petites questions que vous allez pouvoir avoir. Pendant ce temps-là, moi, je vais continuer de parler un peu. Et on voulait remercier donc, pour cette soirée le Rexus qui a été notre commanditaire financier pour ce soir. Merci bien évidemment à tous nos présentateurs, présentatrices ce soir, majoritairement, en fait, principalement présentatrices. Merci beaucoup pour ces sujets divers sur sexe, agression et couple. On a vraiment, je pense, balayé un grand nombre de sujets, puis c'était très intéressant. Certains sujets dont j'entends parler pour la première fois, c'est toujours des choses qu'on aime à Bistro Brain, puis on espère que vous aimez ça autant que nous. On a nos prochains événements aussi, je vais en glisser 2 mots. Notre prochain épisode de podcast qui va sortir vendredi, donc après-demain. On a également un prochain événement en ligne sur les biais cognitifs qui s'annonce très intéressant en partenariat avec la plateforme de biais cognitifs raccourcis qui aura lieu donc mercredi prochain, le 16 février. En ligne donc, vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre page Facebook. Et finalement, on va se retrouver à Sherbrooke au Bocquet-Bière en présentiel si tout continue de bien se passer le 9 mars pour notre prochain 5 à 7. Donc ça va commencer à 17h sur lutte sociale d'hier et d'aujourd'hui. On va laisser peut-être encore 1 ou 2 petites minutes aux personnes qui souhaitent répondre au quiz. Et en attendant, si jamais quelqu'un a une question pour une de nos présentatrices, n'hésitez pas à lever la main, puis on posera la question pour vous ou à la mettre dans le chat ou à parler vous-même. On vous laisse libre de choisir votre média.